Bonjour, donc merci de votre participation à ce slot ouvert par Cloudtude. Merci tout d'abord à Cloudtude aussi pour avoir permis de travailler ensemble sur la préparation de ce formidable événement qui nous permet un petit peu de partager nos retours d'expérience et puis d'avancer ensemble sur les architectures cloud. Et puis le slot qui nous intéresse ici, c'est le FinOps. Donc je suis architecte cloud chez Bigzen, c'est une société de services qui a été créée il y a quelques années et j'opère sur les grands comptes pour intervenir sur les architectures et tout ce qui est donc optimisation et analyse financière. Alors, petit agenda pour nous aider dans cette navigation courte mais détaillée concernant donc un petit rappel sur le FinOps et puis son agrégation avec le DevOps. Un des points importants qu'on aura à traiter, c'est qu'il y a quand même, c'est une longue préparation. On n'intervient pas comme ça sur le FinOps, je dirais à l'impromptu et par hasard. Souvent, historiquement parlant, on s'aperçoit qu'effectivement, on voit la facture grimper et on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser ou pour aligner les coûts sur nos ressources. Et en fait, c'est quelque chose quand même qui se prépare sensiblement à l'avance en comprenant les modèles de coûts, de manière à pouvoir les travailler avec les budgets prévisionnels. Ça, c'est important. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable gouvernance donc une structuration de l'activité. Il y a des outils à mettre en œuvre et donc toute une culture de coût à développer. Pas simplement d'ailleurs au niveau du cloud, mais d'une manière générale, ça peut s'étendre aussi sur tous les process et l'activité on-premise. Alors, la petite définition qu'on trouve sur notre bien-aimé site Fondation FinOps, alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un modèle opérationnel, il y a des best practices, bien sûr, il y a des modèles de coûts à s'approprier, à comprendre. Il y a des technologies aussi qui sont parfois un petit peu étrangères par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en premise. Je pense au serverless, je pense au service manager, etc. Et puis, bien sûr, toutes ces choses-là, il faut les partager avec le métier, avec les directeurs financiers pour bien leur faire comprendre ces modèles de coûts et ces nouveaux modèles. Ça veut dire qu'il faut organiser des workshops et on va le voir mettre en place une véritable démarche, mais qui de toute façon se veut empirique. Ça, c'est complètement incontournable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme cela a déjà été dit lors des prochaines sessions, les services, les objets évoluent constamment, bien évidemment, les technologies qui y sont associées aussi, les modèles de facturation, les modèles de coûts, et bon, forcément, il faut s'adapter déjà à cette évolution sur le cloud. Donc, comprendre les modèles de coûts dans la démarche pour pouvoir réaliser des optimisations, c'est vraiment la démarche fondamentale. Alors, il y a des outils qui sont proposés par les providers eux-mêmes, il y a des outils tiers qui existent, pourquoi pas développer ses propres outils, ses propres scripts, c'est une excellente idée. L'idée étant d'optimiser sa facture de cloud, parce qu'en général, quand on démarre et on n'y a pas trop travaillé, on fait un peu du lift and shift, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire on fait un copier-coller, on migre ses ressources sur le cloud sans y avoir trop réfléchi. En fait, on est un petit peu surpris, comme on l'a entendu dans la présentation précédente, par les coûts. Et donc, il faut savoir ce qui se passe, il faut comprendre qu'il y a des coûts qui sont induits aussi de manière dynamique par les ressources que l'on consomme. Et donc, il faut savoir prendre de manière assez rapide les décisions qui s'imposent, les expliquer bien sûr, et puis aussi réciproquement, quand on a le métier qui revient vers nous en nous donnant des indications sur les prochains projets qui sont à déplacer sur le cloud, il faut être capable aussi d'expliciter l'impact que ça peut avoir sur le plan financier. Donc, ce qui nécessite d'impliquer les acteurs, donc bien sûr le métier, on vient de le dire, l'IT, les finances, ça veut dire des workshops. En général, j'ai toujours organisé un workshop au moins par semaine pour expliquer un petit peu quelles étaient, alors par rapport à l'IT, déjà les nouvelles architectures. Parfois, il faut réaligner ces architectures, il faut penser à les adapter. C'est pas toujours facile et parfois c'est vrai que la cible à atteindre n'est pas toujours atteinte parce qu'il faut faire un compromis. Souvent, les équipes ont dépensé de l'argent pour designer et puis c'est déjà fait. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pousse ça sur le cloud? C'est presque parfois un petit peu trop tard. Parce que bon, si on pense au serverless, si on pense au service manager, il y a des choses qu'ils ont déjà préparées en fait au niveau des providers qui nous permettraient d'aller vite dans le déploiement et de minimiser les coûts. Et en fait, comme souvent le métier nous presse un petit peu pour dire, mais voilà, il faut mettre ces solutions-là en production,
on sait très bien qu'on n'atteindra pas la cible financière optimale dès le début. Il y a aussi ce qui est important à faire passer comme message, je pense aussi, c'est que le FinOps, c'est pas nécessairement réduire les coûts. Souvent, je pense que c'est un message qui a été mal compris. C'est le cloud n'est pas là pour nous faire baisser les coûts, il est là pour mettre en place des infrastructures et des technologies, des solutions qui nous permettent de répondre rapidement aux besoins de ce métier justement, aux besoins et de répondre avec agilité, rapidité et d'innover rapidement par rapport au business qui redescend vers nos clients. Et ça, c'est important de bien l'expliquer parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. On a l'habitude des CAPEX, des OPEX. Des CAPEX, bon, on achète du matériel et puis on sait qu'on amortit sur 3 ans. Là, c'est pas tout à fait la même chose. On va voir qu'il y a des coûts qui sont dynamiques et qu'il faut intégrer dès le départ. Donc, ça veut dire qu'il faut structurer cette démarche-là. Il faut, alors parfois ça s'incarne au travers d'un individu seulement, quand on démarre modestement. Parfois, il y a tout simplement des équipes qu'il faut qu'il faut former, à qui il faut expliquer effectivement ces nouveaux frameworks, ces nouveaux objets, ces nouveaux services, ces nouveaux modèles. Et je pense que c'est ça qui est important de bien mettre en place dès le départ, de bien structurer pour pouvoir se mettre en ordre de marche. Sinon, après, je dirais, on a des mauvaises surprises et des mauvaises mises en route au niveau du Move to Cloud. Donc, ça nécessite quoi? Sur quoi s'appuie cette démarche? Il y a un vocabulaire qu'il faut s'approprier. Donc, ça veut dire qu'il y a un glossaire FinOps, il faut qu'il n'y ait pas il faut éviter les divergences en termes de sémantique. Donc, il faut s'informer, il faut expliquer, ça c'est important. Donc, il faut partager ces notions-là, il faut ne pas hésiter, encore une fois, à engager des petites sessions de formation. Et ce qui est fondamental, en fait, dans la démarche, c'est de ne pas hésiter à travailler avec le métier pour taguer, donc étiqueter, utiliser des labels pour pouvoir associer aux ressources qu'on va consommer, qu'on va déployer, bien quoi? Les équipes projets, par exemple, qui vont consommer ces ressources-là. Il peut y avoir les technologies qu'on manipule. Il peut y avoir les environnements. Il ne faut pas oublier la prod, l'environnement de test, les environnements d'intégration. Pourquoi? Parce que ensuite, on va facturer les coûts au métier, aux différentes équipes. On va être capable d'expliquer aussi pourquoi sur telle technologie ou pourquoi aussi on a besoin d'un environnement de développement ou d'un environnement de test, c'est un tel impact sur la facture initiale. Parce que souvent, le métier ne voit que l'environnement de production, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, si on développe, on a besoin de faire des tests. Ça peut être des tests de sécurité, ça peut être des tests d'une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas encore. Et on a besoin de savoir comment l'optimiser, la mettre en œuvre au mieux. Et on va voir comment, à partir de là, on va pouvoir dégager de nouveaux leviers pour optimiser et à la fois l'architecture et les coûts qui sont associés. Alors le vocabulaire, il est connu. La première partie de ce slide, c'est répartir les coûts, bien évidemment, on l'a compris, en utilisant au maximum le tagging. Dans l'objectif aussi ça reste présent à l'esprit, bien sûr, d'éviter le gaspillage de ressources. Quand on a l'habitude de travailler avec nos machines virtuelles, par exemple, sur nos data centers, c'est vrai qu'on ne pense pas, par exemple, toujours à supprimer ou éteindre les machines virtuelles. Là, c'est quelque chose, si on ne le fait pas sur le cloud, on va le voir arriver sur la facture. Une machine qui est allumée, bien sûr, coûtera plus cher qu'une machine qui est éteinte. Alors, c'est assez simple, mais on n'y pense pas toujours dès le début, bien sûr, mais c'est une pratique qu'on devrait systématiser, y compris même sur nos architectures on-premise pour minimiser l'impact écologique. Et tout ce qui est ressources gaspillées, right sizing, obtention de ressources à la demande, il faut rentrer dans cette logique-là où, en fait, et c'est le message clé du cloud, on nous propose, en fait, de ne nous facturer que la ressource que l'on consomme, dont on a besoin à l'instant T. Donc, une fois qu'on n'en a plus besoin, soit on l'éteint, soit on la supprime, soit si on a besoin de moins de capacité, on diminue la capacité en question. Et puis, si on a besoin de plus de capacité, on va demander cette capacité à l'instant T. Mais c'est vraiment très dynamique. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, dans les solutions d'infrastructure qui sont proposées par nos fournisseurs d'accès. Et associé à ça, bien évidemment, on a des
politique de réduction de coûts. Alors, ça passe par des contrats qu'on va signer avec les providers. Par exemple, là, si on pense à la réservation avec engagement, on va dire, ben voilà, j'ai besoin de telle capacité de ressources sur un an, 3 ans, voilà. Et puis, donc forcément, par rapport à ça, nécessairement, on va avoir des réductions conséquentes. C'est comme quand vous allez, je commence au supermarché, et puis vous faites dépasser la caisse, on vous demande si vous avez une carte de fidélité. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu le même principe. Vous engagez et vous réservez donc des ressources auprès du fournisseur, ben, il vous fait un tarif, bien sûr, préférentiel. Si je dirais, on n'est pas tout à fait dans cette, et pas toujours systématiquement, il y a 100% sur cette démarche-là, il y a ce qu'on appelle l'usage couvrable, c'est-à-dire qu'on a des pics ponctuels, et là aussi, ça peut être intéressant d'avoir à négocier en quelque sorte ces pics ponctuels avec notre fournisseur d'accès. Et c'est ça qui est toujours, faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il faut avoir une vision continue, permanente des ressources qu'on met à disposition sur le cloud et de regarder de près la consommation que l'on en fait. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a aussi une perte indirecte, en fait, ou un coût indirect, c'est qu'on peut être amené à réserver de la ressource sans la consommer. On dit, ben, tiens, je vais avoir besoin de telle capacité sur les 3 mois qui viennent, puis on est un petit peu surdimensionné, ou on n'a pas encore démarré le projet, ben, comme on a réservé, on paye. Ce qu'on réserve, on paye. Et c'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Donc nous, on a l'habitude, c'est vrai, de raisonner en CAPEX. On se dit, ben voilà, on a fait encore une fois un investissement on a acheté des machines, etc. Là, c'est un petit peu différent sur le cloud, mais malgré tout, quand on parle de coûts à amortir sur une période de 3 ans, par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve à la fois on-premise et sur le cloud. C'est-à-dire quand on souscrit des contrats de ce type-là, on a, je dirais, sur le plan financier, la même nécessité de regarder les amortissements qui sont engagés. Sachant que quand on réalise ce genre d'investissement, ben, bien sûr, il faut payer dès le départ, en partie ou en totalité, cet investissement-là, et c'est quelque chose qu'on doit négocier avec le fournisseur cloud en question. Donc ce vocabulaire-là, c'est important de le partager. C'est important aussi de regarder les partages qui sont réalisés, donc les retours d'expérience par les différents clients qui ont parfois, et je crois qu'on fonctionne par analogie, donc on aime bien aller voir comment d'autres clients, d'autres métiers ont mis en place leurs solutions. Et donc, il y a des partages qui existent sur Amazon, sur GCP, sur Azure. Vous pouvez trouver des vidéos qui sont déjà qui ont été élaborées par à la fois le provider et les clients et qui nous aident un petit peu justement à designer et à voir comment les optimisations financières ont été engagées. C'est toujours intéressant. Il ne faut pas aussi se mettre de côté les bonnes pratiques, elles existent, parfois on les méconnaît. Web Attitude Framework, c'est chez AWS, donc il y a une pile là à comment s'y prendre pour mettre en place son architecture, la designer, et puis il y a les 5 piliers qu'on évoquera tout à l'heure pour réaliser l'optimisation financière. On trouve ça chez Google, on trouve ça chez Azure. Il y a tout ce qu'il faut en termes de retour d'expérience, de bonnes pratiques pour, je dirais, nous accompagner sur les premières étapes de cette démarche. Et bien sûr, les fameux patterns. Donc, il y a les patterns et les anti-patterns, ce qu'on appelle d'architecture, bien évidemment. Et là, c'est important de s'approprier le catalogue de services des fournisseurs en question. Il y a des architectures de référence. Comment est-ce qu'on s'y prend, par exemple, pour injecter des time series? Comment est-ce qu'on s'y prend pour extraire des données et la valoriser sur des volumétries très importantes? Ça fait partie des patterns qui sont définis, qui sont maîtrisés déjà. On a des templates qui sont tout prêts et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. Je pense qu'il y a une idée qui est intéressante qu'il faut garder présente à l'esprit si jamais vous n'avez pas encore engagé de Move to Cloud ou si vous avez un grand questionnement par rapport à l'optimisation, par rapport au FinOps, c'est commencer par des micro-projets qui soient réutilisables et transverses. Par exemple, tout ce qui est gestion de l'authentification, chiffrement des données, haute disponibilité, par exemple, une base de données. Ça m'est arrivé, par exemple, d'intervenir chez un client avec 5 équipes de développement. Et puis, alors chacune, bien sûr, réalisait son travail d'écriture, de développement d'applications cloud natives.
Et puis, en même temps, sans s'être concertées les unes avec les autres, elles travaillaient sur l'authentification, sur le chiffrement des données, alors qu'on savait pertinemment qu'à l'arrivée, elles allaient utiliser les mêmes, chez ce même client, les mêmes technos et les mêmes patterns. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, en fait, on va commencer par faire des choses simples, qu'on sait pertinemment réutiliser par la suite, et ça permet de s'approprier justement ces patterns d'archi, ces best practices, et de commencer à travailler sur l'optimisation. Donc, pour faire le lien avec le DevOps, on retrouve bien effectivement, je dirais, ce travail de collaboration qu'on doit impérativement faire avec le métier, et pourquoi pas aussi avec les personnes de la finance sur le tagging. Encore une fois, bah, je vais regrouper mes coûts, alors ça peut être par techno, par projet. L'idée, c'est que quand on va lancer sa machine de calcul, on va être capable de décliner et d'identifier peut-être, grâce à ces tags-là, ces libellés, ces étiquettes, quels sont les technos qui coûtent le plus cher, quoi. Et puis peut-être parfois de faire des ajustements par rapport soit à un historique, donc l'analyse des écarts, et on sait parfois que justement, bah, quand ça marche très bien, on a tendance à rajouter de la donnée, à rajouter du compute, et puis voir comment on peut rajouter pour faire baisser les coûts. Et ça, c'est important d'identifier aussi les axes d'amélioration. Donc l'ajustement de la capacité, il y a des outils qui sont proposés par les providers, hein, l'autoscaling avec l'autoscaling vertical horizontal, on en reparlera tout à l'heure. La scalabilité des architectures, ça, il faut y penser. N'importe comment, ce qui compte à l'arrivée, c'est il faut continuer, il faut compléter ces propositions de services par une politique d'anti-gaspillage, ça c'est important, et pas hésiter à engager le chargeback, donc à mettre en évidence auprès des équipes et du métier le coût que ça induit. Bah, souvent le métier, bah, quand ça marche, bon, bah, voilà, on dit bah, c'est super, il y a de nouveaux projets qui arrivent, bah, il faut mettre en évidence le coût que ça induit, et c'est important aussi de faire du forecast, donc faire du prévisionnel de capacité par rapport à ça. Donc le suivi de capacité, c'est fondamental, et des coûts induits, c'est fondamental. Et il faut partager. Puis quand on gagne, on fait l'optimisation, il faut le dire aussi, c'est une forme de communication marketing à réaliser en interne. Il ne faut pas essayer de dire, bon, on a gagné 20 points, 30 points. Moi, je suis un équipé qui a réussi à gagner 75 points en termes de facturation sur des typologies de consommation de ressources. On le dit, on communique, et puis bon, ça aide un petit peu à avancer sur le sujet. Alors, si on regarde de près, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une information que vous pouvez trouver sur le net, hein, chez Flexera 2020, l'année dernière, donc c'est tout proche. Si on regarde les outils de gestion, d'optimisation, c'était donc peu utilisé, donc un tiers seulement. Et puis, si on fait l'association avec les objectifs pour 2020, mais ce sera, je pense, identique en 2021, c'est bien le focus, c'est à 73% d'optimiser les coûts. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose un petit peu qui manque, qui est en cours de maturation. Ça vient petit à petit, cette démarche FinOps, cette culturation, on va dire, FinOps, s'approprier les modèles de coûts, s'approprier les outils, s'approprier aussi ces technologies qui nous permettent de réduire aussi les coûts ou d'optimiser les coûts. Ça, c'est important. Mais on voit que c'est en cours de maturation et il y a encore du chemin à parcourir. Alors, ces modèles de prix, ces modèles de coûts qu'on évoquait à l'instant, qu'est-ce qui fait la complexité? Les coûts fixes, on a peut-être un petit peu l'habitude, hein, consommation de temps de calcul de volume de stockage. Ce qui est un peu plus surprenant quand on arrive dans l'univers cloud, c'est les coûts dynamiques. C'est-à-dire le nombre d'appels de fonctions. Si je fais 1000 appels de fonctions, ça va me coûter moins cher si j'en fais 1 million. Si je transfère des données sur le réseau, par exemple, si je sors des données du réseau, je veux les récupérer du cloud vers mon data center, ça va me coûter quelque chose. Alors, il y a une exception à la règle, par exemple, c'est OVH, hein, qui ne facture pas ce genre de transit. Mais malgré tout, il faut savoir que si vous poussez de la donnée de votre data center sur le cloud, ça ne vous coûtera rien. Par contre, chez la majorité des providers, ça vous coûtera quelque chose. La taille, bien sûr, toutes les ressources qu'on consomme, la mémoire, le nombre de clusters, comme c'est élastique, évidemment, ça va varier dans le temps, c'est ce qui fait la complexité. Autre facteur qui vient modifier ce calcul-là qui n'est pas figé, donc c'est quand on s'engage, on dit au provider, voilà, moi je fais de la réservation sur 1 an, sur 3 ans. C'est quand je veux avoir, par exemple, donc les exigences en termes de capacité, je veux avoir des machines avec tant de processeurs, ou alors je veux avoir des classes de stockage qui sont hyper performantes parce que je fais du BI et j'ai la base de données qui nécessite beaucoup d'IO. Bien évidemment, on s'imagine bien qu'à l'arrivée, ça va avoir un impact sur la facture. Hein. Donc, idem pour le prix des licences. Est-ce que je fais mon Bring Your Own License
j'apporte ma propre licence ou je m'appuie sur le licensing intégré proposé par le provider, on imagine bien que là aussi, ça a un coût, ça a un impact direct sur la facture. Alors, pour nous aider quand même un tout petit peu dans cette démarche-là, parce qu'on sent bien qu'avec tous ces différents facteurs, ces différents axes, c'est pas aussi facile que ça. Forcément, si je reprends, il y a ce qu'on appelle les patterns d'ajustement de coûts, et en fonction de la charge de travail, on va nous dire, ben voilà, si je veux par exemple beaucoup de compute, hein, donc c'est la première ligne, là, ben je vais avoir, ça s'adresse à des charges de travail intensives, je sais que je vais avoir besoin de CPU. Et par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a une typologie d'instances, donc de machines virtuelles, qui soit dédiées soit pour le calcul, soit pour la mémoire, soit pour le stockage, ben, il y a un modèle de facturation associé. Et si on se trompe, ça veut dire que précisément, si on n'a pas fait l'analyse préalable de regarder, tiens, ben, en fait, ma machine, elle fait que 3 pics de calcul à 75%, puis le reste de la journée, elle a 3%, par exemple, je vais avoir un pattern de coût, même si mon instance ne change pas, j'ai toujours une instance avec 4 vCPU et 32 Go de RAM, bien sûr, la typologie de consommation, le cas d'usage, la facturation ne sera pas la même. Donc, si je me trompe, si j'ai par exemple, je choisis je me trompe d'ajustement entre le cas d'usage et la famille d'instances, je prends une famille d'instances dédiée stockage, optimisée pour le stockage, alors qu'il me faudrait du compute, ben forcément, je vais avoir un impact sensible sur la facturation. Parce que je n'ai pas aligné la classe d'instance en fait sur mon besoin réel. Et ça m'impacte. Donc ça, il faut l'étudier. Et alors, il y a des outils aussi chez les providers qui nous aident un petit peu à faire ce travail-là, mais parfois, il faut le compléter quand même sensiblement, faire des calculs. Ça s'inscrit parfois sur plusieurs mois, plusieurs semaines. C'est quand même un travail assez intensif. Et puis, il y a aussi les outils natifs qui existent donc avec le scaling horizontal. Donc, on a plutôt tendance, encore une fois, à minimiser la taille des serveurs. Le scaling horizontal, oui, il faut rajouter la mémoire, il faut rajouter la CPU. Bon, OK. Là aussi, on a tous les outils qui sont proposés par nos bien-aimés providers qui nous aident dans ce travail. Alors, on sent bien que cet aspect dynamique, ça veut devenir un petit peu compliqué quand on nous demande, on a le gérant du budget qui vient nous voir, qui nous dit, ben voilà, on aimerait bien en quelque sorte maîtriser le budget pour l'année qui vient, parce qu'on a une politique et une culture forte de la dépense, et c'est normal. Et puis quelquefois, ben, par rapport à cette approche-là, où on sent bien qu'on a du DevOps et puis on a besoin de s'appuyer sur une certaine dynamique d'allocation de ressources, ça va être un petit peu compliqué. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir une visibilité aussi claire des besoins opérationnels, on essaie de marger, on se dit, bon, on voit que la variation est à 10 ou 20%, voilà. Et puis, on peut travailler comme ça pour essayer de répondre, je dirais, d'anticiper un tout petit peu sur cette consommation dynamique. Et il y a un autre sujet qui concerne donc les enjeux, c'est le maintien de la capacité pour répondre à de nouveaux besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à parler avec le métier. Ben oui, ça marche bien. Dans 6 mois, où on en est. Dans un an, où on en est. Et essayer de prévoir justement comment on peut s'y prendre pour faire ces calculs budgétaires. Alors, sur les différents types d'allocations qu'on peut avoir, donc à la demande, ça a été déjà évoqué précédemment, ben, j'ai besoin d'une machine pour calculer. Dans 1 heure, j'en aurai plus besoin. J'éteins ou je détruis ma machine et puis je serai facturé à mon usage. Si je sais, par exemple, que ben, j'ai un besoin en termes de ressources permanents, récurrents, sur l'année, sur 1 an, sur 3 ans, ben, je vais faire la réservation d'instances, par exemple. Et si j'ai une idée assez précise des familles d'instances, c'est-à-dire la typologie en nombre de CPU, de mémoire, etc., ben, je vais faire des scaling plans et puis je vais avoir des discounts qui sont très importants. Si j'ai des cas très particuliers où je peux avoir, par exemple, des charges de travail qui sont tolérantes à la panne, hein, j'ai des infrastructures de cluster, par exemple, qui sont dimensionnées pour ça, ben, je peux même faire du spot et à ce moment-là, je peux aller jusqu'à 70%, 90% de réduction. Du coup, ça donne un petit peu ce schéma-là que j'ai emprunté à mes amis d'AWS. On voit bien je dirais, cette répartition. Où on a en quelque sorte on va dire la consommation de fonds qui ne va pas beaucoup varier ou qui va être à minima toujours ça. En bleu, là, avec des instances réservées, du scaling plan. Et puis mes pics de charge avec, pourquoi pas, de la consommation de la demande, voire du spot. Et là, on voit bien que grâce à ça, on est capable d'écréter pas simplement la capacité, mais aussi on est capable de diminuer sensiblement la facturation. Et ça c'est un point important. Et
pour nous aider dans ce travail-là, bon, on a bien évidemment des tableaux qui sont proposés par nos providers qui nous aident en fonction de nos cas d'usage à faire les réservations dont on parlait tout à l'heure. Exemple, chez AWS, avec les instances EC2, c'est quelque chose qui est assez utilisé et qui nous aide beaucoup pour faire ces calculs d'optimisation. Voilà. Autre implication sur le budget prévisionnel, vous l'avez compris, bien évidemment, c'est si on entre dans le détail, il faut avoir une connaissance assez précise du workload. C'est-à-dire que quand on travaille à la demande, il faut essayer d'avoir mois par mois un petit peu une estimation. Si c'est une estimation qui se confirme, qui est uniformisée, pourquoi pas effectivement faire la réalisation de capacité de saving plan et utiliser le mode spot si on sait pertinemment qu'on a vraiment un écrêtage très très ponctuel et qui permet en quelque sorte d'avoir un niveau de facturation très très bas. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose encore une fois, c'est empirique. Il faut le mesurer semaine après semaine, mois après mois, et le réajuster. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut produire instantanément. Il faut un tout petit peu se méfier, par contre, de la trop forte précipitation pour faire ces réservations de capacité ou de saving plan. Pourquoi ? Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se dit, bah, tiens, je veux gagner mes 70 points voilà, en termes d'enveloppe budgétaire. Sauf que, attention, quand on fait ce genre de choses, c'est associé à des profils de consommation. Donc, il faut plutôt travailler sur le bon choix du pattern de coût. Est-ce que ma machine, encore une fois, elle fait des crêtes de CPU ou bien est-ce qu'elle elle fait beaucoup d'IO sur mes disques? Il faut chercher le bon profil de consommation de ressources et donc le profil de coût avant de dire ben, j'ai bien défini mon profil de consommation, maintenant je le réserve. Parce que sinon, vous risquez de passer à côté d'une bonne optimisation. Alors, parfois ça arrive, c'est pas grave, mais ça peut être un petit peu dommage. Donc, l'optimisation des coûts, on y vient. Alors, il y a 5 piliers qui sont connus et on va y venir. Donc, dimensionnement des instances, l'élasticité, le bon choix du modèle, l'utilisation des technos qui sont déjà proposés par nos amis providers, donc les containers, le mode serverless. Et puis, on a bien compris que ça, c'était un cycle continu d'amélioration, d'optimisation, d'ajustement, bien évidemment. Alors, si on revient sur le premier pilier, là, encore une fois, il y a sur les instances de calcul, on a des outils, hein, par exemple chez Amazon, avec le cas de Verser Cost Explorer. Ça nous permet un petit peu d'identifier le taux d'utilisation qu'on peut avoir par rapport à telle typologie de consommation et de voir un petit peu comment on pourrait optimiser par rapport à ce qu'on veut mettre en jeu ou ce qui est déjà en jeu. Donc ça, c'est intéressant. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ce genre d'outils. Il y en a d'autres, encore une fois, qui existent sur le marché, mais dans une première approche, ça peut être intéressant, dans une première approximation. Les classes de stockage qu'on évoquait précédemment, bien évidemment, si je fais de l'archivage de données, si je sais que pertinemment, je vais mettre 4 heures pour, par exemple, récupérer des données archivées, ce n'est pas du tout le même usage et le même coût qui va être engagé, par exemple, sur des accès à mon stockage objet S3. Je vais avoir d'autres problématiques en termes d'optimisation et de performance. Et c'est ça qu'il faut bien garder présent à l'esprit. Donc, les recommandations, vraiment, c'est ne réserver de la capacité que pour des besoins dont on a identifié la charge. Donc, on ne va pas se précipiter. Il faut vraiment avoir fait le calcul préalable, avoir mesuré et y arriver avec une certaine confiance. Donc, un autre aspect qu'il ne faut pas négliger par rapport à ça, si on veut faire des mesures, on ne sait pas. Bon, on utilise des scripts. Voilà, comme je dis, on fait des tout petits projets. On regarde ce que ça donne. Puis on se dit, bah oui, finalement, par rapport à la typologie de coûts que j'aimerais, de ressources que j'aimerais consommer effectivement, pour pouvoir ensuite réserver, ça donne ça. Je construis. Ah, je me trompe, bah, c'est pas grave, je supprime la ressource et puis je regarderai un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a des cas d'usage comme les environnements de test qui sont typiquement utilisés avec ce genre d'outils, les environnements de test pour faire des pain tests, pour tester de nouvelles technologies, bien évidemment. Tout ce qui est augmentation de capacité, c'est important là aussi de s'appuyer sur l'autoscaling qui sont offerts par les services cloud. On peut aussi faire même sur l'autoscaling, pourquoi pas. Je pense que c'est parfois un petit peu plus judicieux
de s'appuyer sur ce que propose le fournisseur en question. Encore une fois, les technologies et les capacités de performance qui sont offertes sur le cloud sont parfois sensiblement supérieures à ce qu'on peut avoir sur son propre environnement on-premise. Les plans d'économie, on les a déjà évoqués. Encore une fois, vous avez vu dans le schéma qu'on avait tout à l'heure, la courbe, c'était la courbe bleue, là, on sent qu'on a une charge de travail minimum qui est quasiment irréductible. Bon, donc on va travailler en continu 24 sur 7. Bon, on a comme ça des poules d'applications métiers. Bon, ok. Là, c'est intéressant de s'appuyer sur les recommandations du provider cloud. Et puis, par contre, si on n'a pas forcément cette notion de minimum de capacité, mais on travaille plutôt sur la durée. On voudrait réserver la capacité, par exemple, parce qu'on n'est pas en 24/7, et on sait qu'on va avoir des besoins de capacité de manière récurrente. Ça peut être intéressant, effectivement, de réserver ces capacités en question. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu les solutions qui sont proposées et c'est un quatrième pilier, tout ce qui est container, service manager. J'ai une base de données, par exemple, je vais pas avoir à déployer cette base de données, je vais pas avoir à maintenir les services packs, je vais pas avoir si je veux mettre en place des clusters, je vais avoir un scaling horizontal, c'est-à-dire une multiplication des nœuds qui va être engagé par le provider. Donc, ce sont quand même des aspects intéressants et qui viennent nous accompagner très sensiblement dans l'alignement en fait, des ressources par rapport à ce dont on a besoin. La difficulté, encore une fois, c'est quand je vais vouloir faire cette optimisation financière, que je sois en mesure de vérifier, de monitorer, comme on l'a déjà entendu, l'usage que je fais effectivement des ressources et de me dire, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai peut-être des calculs financiers importants et j'aurai besoin de capacité et je sais que je vais dépasser sur 3 jours, sur une semaine, la capacité nominale. Donc, c'est des choses qu'on peut prévoir et le fait qu'on ait une infrastructure qui soit alignée là-dessus, c'est toujours intéressant. Et donc, grâce à ces services managers, on a quand même des gains qui sont là pour nous aider au niveau opérationnel. Donc, le 5e pilier, c'est que, encore une fois, le cycle de vie des ressources dans le provisioning, pour faire évoluer la performance, pour revenir à un niveau nominal, pour décommissionner, il ne faut pas l'oublier, comme on l'a déjà entendu, éteindre ces machines, les supprimer, vérifier que pourquoi on est en dépassement en termes de facturation. Voilà, c'est important de savoir expliquer ce qui se passe au niveau de la consommation qu'on fait effectivement des ressources sur le cloud. Alors, les petites astuces, mais c'est simplement du bon sens. Alors, suivre l'évolution des prix, comme on l'a entendu aussi sur le GP3, par exemple, les prix évoluent, la technologie évolue, donc il faut en permanence déjà être aligné avec la proposition de techno et de modèle de coût du provider. Il y a aussi les patterns de consommation, de nos propres consommations qui peuvent évoluer. Il faut les regarder, il faut les mesurer. Peut-être parfois qu'il faut changer de la machine que j'avais prévue pour être très sollicitée au niveau I/O, elle est un petit peu moins. Par contre, elle est davantage sur le compute. Il faut réaligner le modèle. Et c'est pour ça que l'utilisation des tags est hyper intéressante et importante parce que ça me permet justement de vérifier qu'à un moment donné, il y a une petite dérive. Et ces écarts-là, il faut absolument que je puisse les analyser et les expliquer, puis comparer les coûts que je peux avoir par rapport à un scénario on-premise. Souvent aussi, on me dit, qu'est-ce que je gagne? Est-ce qu'il faut que je réaligne avec une architecture on-premise? C'est intéressant de pouvoir le regarder. Alors, pour terminer sur ce retour d'expérience sur le sujet, donc la gouvernance, ça veut dire quoi? Bon, on l'a vu, identifier les bonnes pratiques, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, il y a des frameworks, il y a des patterns d'architecture, c'est intéressant. Il faut s'approprier les modèles, de coup. Ça demande du travail, il faut largement anticiper sur le sujet. Dans la majorité des cas, et vous l'avez vu sur la projection en 2020, c'est très très peu encore engagé, mais ça demande un véritable travail. Mais encore une fois, c'est une culture. Après, c'est une démarche qu'on peut engager sur l'on-premise, bien évidemment. Mais ça demande de mettre en place une organisation. Ce qu'on appelle les comités d'expertise, parce que ça va être, vous l'avez compris, assez complexe, et de propager en fait cette culture-là du FinOps vers le DevOps, parce
on comprend bien que, bien évidemment, si on déploie en automatique des ressources, qu'on déprovisionne, parce qu'on n'en a plus besoin, comme les environnements de test ou les environnements de développement sur les nouvelles techno, on a bien compris que ça avait un impact immédiat sur la facturation. Donc, l'idée, c'est toujours bien évidemment communiquer d'une manière très importante sur ces aspects-là, vraiment, et d'engager, de structurer l'activité autour de ça pour qu'on puisse vraiment évoluer de la bonne manière. Encore une fois, c'est important de mettre en place ces canaux-là et de ne pas hésiter à parler, à communiquer, comme on le fait aujourd'hui par exemple, de manière un peu systématique et très régulière. Il y a tout un univers dont on parlait tout à l'heure. On sent bien qu'il y a quelque chose qui parfois qui nous est un petit peu étranger, donc l'infrastructure as code, la containerisation, les serverless. Bon, alors, sûrement beaucoup parmi vous ont déjà fait l'automatisation de nos infra on-premise. Bon, c'est quelque chose qui est complètement aujourd'hui intégré à 100% dans le cloud, tout ce qui est containerisation serverless. Containerisation, oui, on peut containerisation avec tout ce qui est KVTest, Docker, bon, on l'a aussi on-premise. Ça peut être aussi intéressant d'ailleurs, c'est une idée, c'est de se dire que pourquoi ne pas s'appuyer sur ce type de pile technique pour dire mon environnement de test, puisque je fais du Docker, du KVTest, je l'ai dans mon environnement on-premise. Et puis après, une fois que j'aurai fait tous mes tests, je pourrai le pousser sur mon environnement cloud, parce que c'est ce qu'on me demande pour différentes raisons, peu importe la justification, mais ça peut être un excellent moyen d'optimisation. Et de dire, voilà, là, je fais des tests de code, je fais des tests de résistance en termes de sécurité, en termes de performance, de scalabilité, pourquoi pas? Et je trouve que ça peut avoir du sens de s'appuyer justement sur cette techno-là pour dire, je partitionne entre mon environnement de test et mon environnement de prod. Mon environnement de test on-premise, de tout mettre sur le cloud, et mon environnement de production, voire d'intégration sur le cloud, pourquoi pas. J'ai vu réaliser chez certains clients et ça avait du sens. Alors, il ne faut pas laisser de côté, bien sûr, le serverless, encore une fois. Là, quand on arrive avec, encore une fois, son code, ça peut être intéressant de travailler avec les implémentations propriétaires des fournisseurs qui ont travaillé pour ça, pour nous simplifier les choses, et on y reviendra tout à l'heure, évidemment. Attention, ça a déjà été dit, à la réplication des technos qu'on utilise sur on-premise. Il y a des technos d'observation, de monitoring qui sont déjà disponibles. Alors, on ne va pas monitorer toutes les secondes, comme ça a déjà été dit, mais peut-être toutes les 5 minutes, mais c'est déjà en place. Et j'ai parfois vu des technos comme ça, des architectures entières qui ont répliqué sur le cloud, et ça a coûté une fortune, et parfois c'est un petit peu dommage. Donc, parfois, il faut accepter qu'il y ait une structure technique, technologique, pour dire, je ne vais pas faire mon Splunk auquel je suis habitué, voilà, et puis je vais peut-être m'intéresser tout simplement à la manière dont, avec par exemple CloudWatch, Amazon remonte mes données sur mon infra. Voilà. À un moment donné, il faut réfléchir un tout petit peu au réalignement des technos, des architectures. Il ne faut pas oublier de s'intéresser aux bonnes pratiques. Elles sont régulièrement mises à jour et c'est hyper important, je pense, parce que au travers de ces fragments, on factorise des retours d'expérience, comme on essaie de le faire aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai travaillé chez un client, il avait son propre mindset, et je trouvais que ça avait du sens, et je pense que chaque client doit avoir son propre mindset, et on a d'ailleurs nous-mêmes à développer notre propre mindset, et je l'ai fait un petit peu bien, c'est-à-dire simplifier les choses. Alors déjà, on a nos fournisseurs qui nous simplifient les choses, et c'est une excellente chose, au travers des architectures qui sont déjà mises en place, etc. Mais nous aussi, on doit parfois simplifier les architectures. Parfois, j'ai déjà vu des architectes arriver avec des architectures fort intéressantes, mais qu'ils avaient l'habitude de designer depuis 10 ans, 15 ans, mais on dit, voilà, on va s'y prendre comme ça, peut-être sur le cloud. Et en fait, c'était tellement lourd et coûteux de le mettre en place, mais ce serait peut-être intéressant de le réaligner, c'est-à-dire de voir comment on peut casser ça en différentes briques, et puis s'appuyer sur les briques existantes sur le cloud pour, plutôt de mettre 3 semaines pour le monter, on va mettre une demi-journée. Et là aussi, il y a le coût induit par rapport à ça qui est pas négligeable. Et réciproquement, parfois les architectures le design, la fabrication a nécessité un certain coût et c'est pas possible de tout réaligner. Donc on se dit tant pis,
on entre dans une situation de compromis. On porte cette architecture-là sur le cloud, on dira, bah, on réalignera un petit peu plus tard, on cassera un petit peu les différentes briques un petit peu plus tard. C'est une forme de compromis, il faut le garder présent à l'esprit, de manière à pouvoir un petit peu optimiser les choses plus tard, mais tout n'est pas aussi simple au départ qu'on peut le penser effectivement. Et ce qui est important dans la valorisation, il ne faut pas l'oublier, c'est réduire le time to market, c'est ce qu'attend notre client, c'est-à-dire qu'effectivement, sur l'ancienne archi qui avait 15 ans, et voilà, bah lui, il ne va pas attendre un mois, 3 mois, que ce soit en production, il voudrait que ce soit en production le plus rapidement possible. Et ça, c'est important de s'appuyer sur tous les outils à notre disposition, toutes les technos qui sont là, pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, vendre. Là, on a parlé beaucoup de l'argent qu'on allait dépenser pour mettre en place ces solutions. Et je pense que pour nos clients, c'est important de se dire, ben voilà ce qu'on a mis en place rapidement, qui est opérationnel, qui fonctionne. Voilà, ça vous permet de développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et ça, c'est quand même assez majeur aujourd'hui quand justement on fait son move to cloud. Alors, sur la culture que j'évoquais à l'instant, comment la développer? Ben, il faut développer son propre catalogue de services, définir ses charges de travail, des patterns, s'approprier les meilleurs coups par rapport aux composants qu'on aura choisis. Ça, c'est important. Il faut avoir plutôt tendance à travailler sur des composants qui sont faiblement coupés pour pouvoir justement les ajuster et choisir le meilleur scaling horizontal ou vertical. Et puis identifier les anti-patterns. J'ai vu pas mal d'anti-patterns qui arrivaient là-dessus et qui ne sont pas du tout adaptés à la mise en place sur le cloud. On ne peut pas tout mettre sur le cloud, c'est pas toujours. Il faut réfléchir un tout petit peu à la fabrication de nouvelles archives quelquefois. Et pourquoi pas, effectivement, en s'appuyant sur du serverless ou sur des containers. Donc, tout ce qu'on dit au travers de tout ça, c'est qu'il y a un véritable travail profond d'anticipation, de travail qui va bien sûr avoir un impact sur les enveloppes budgétaires, mais qui associe tout le monde en fait, hein, que ce soit les architectes, l'IT, l'opérationnel, le métier, les financiers. Et on doit travailler tous ensemble autour de ça pour bien définir le catalogue de services dont on a besoin, les charges de travail, travailler sur les profils de consommation de ressources, parce que effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et on a beaucoup de témoignages qui me disent, bah oui, on n'avait pas pris connaissance de ces modèles de coûts et on a eu besoin ensuite par la suite de se les approprier. Et ça qui est important pour développer la culture en question. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, je suis disponible pour vous. Vous avez un QR code que vous pouvez utiliser pour faire part de vos feedbacks et je suis là disponible pour vous avec grand plaisir.